Première émission de Ambaro pour cette année 2023 et nous allons parler économie. Le moment est propice d'ailleurs pour parler de l'économie et de l'économie nationale, mais on peut très bien aussi transcender sur l'économie internationale, étant donné qu'il y a un chamboulement quand même. On peut parler ou même d'inquiétude au niveau mondial si on parle de l'économie. Et justement, pour ce faire, à travers ce thème qui nous intéresse, nous avons convié ici sur nos ondes Victorius Ralalasson, qui n'est autre que le coordonnateur national du CREM, au Centre de réflexion des économistes de Madagascar. Bonjour à vous. Bonjour madame. Voilà, l'ARIAR, 5 000 pour 1 euro. Ça dit beaucoup pour le pays comme le nôtre. Permettez-moi d'abord de vous apporter quelques explications à ce propos. L'arrêt est en dépression chronique, c'est-à-dire durant ces 10 dernières années, on a toujours assisté à une dépression chronique de l'art par rapport aux devises étrangères. Mais quelles en sont les raisons? Je vais dire actuellement, autre que les diverses crises et tout, la principale raison c'est une crise de confiance, c'est-à-dire les entrepreneurs tant que nationaux, tant que internationaux ne font plus confiance à la situation et économique et politique à Madagascar. Cela signifie qu'ils font tout d'abord 2 points, ce qu'on appelle le rapatriement de capital et de devises, c'est-à-dire les devises qu'ils ont obtenues à Madagascar, ils doivent mettre en sécurité ses profits. Et du coup, ils vont repartir les devises dans leur pays. Donc, le rapatriement de devises signifie manque de devises pour la Banque centrale malagasy. Et après, on assiste toujours à la cause de la dépression de l'arrêt, on assiste toujours à une importation qui est toujours massive et, je dirais, sauvage, parce que actuellement, on importe beaucoup plus des biens qui ne sont pas du tout productifs pour l'économie malagasy. Comme par exemple, il y a tout d'abord l'importation incompressible, c'est-à-dire les médicaments, le carburant. Et le problème concernant le carburant, c'est qu'on n'a pas du tout suffisamment de stock à Madagascar. C'est la raison pour laquelle on a un coût de transaction élevé. Plus le stock est petit, plus on importe toujours du carburant. Avec le yo-yo des devises. Oui. Et après cela, le pays assiste aussi à une importation non productifs comme importation des vêtements, importation des riz. Ce sont des biens qui peuvent être produits ici à Madagascar. Ils ne sont pas des capitales productifs qui apportent beaucoup plus sur l'économie malagasy, comme par exemple on doit importer des matériels de production informatique ou des matériels de production pour favoriser, pour faire développer l'agriculture. Mais au lieu de ça, on importe des matériels, des biens qui ne sont pas bénéfiques pour l'économie malagasy. Concernant toujours la dépression de l'art, permettez-moi d'abord de faire un récap. Il y a d'abord la crise de confiance, c'est-à-dire les entrepreneurs nationaux et internationaux ne font plus confiance à l'économie malagasy et surtout à l'environnement des affaires ici. Et donc, ils ont rapatrié leurs devises. Après cela, il y a aussi le rapatriement des recettes d'exportation. C'est-à-dire, le reste du monde exporte à Madagascar. Et ils ont accéléré le rapatriement des recettes d'exportation pour mettre en abri leurs profits. Et donc, actuellement, on assiste à une lacune pléthore de devises à Madagascar, c'est-à-dire réserve de la Banque centrale est en souffrance. Cela, dans un langage très simple, Monsieur Victorius Ralalasson, c'est comme si les étrangers savent vendre chez nous, mais nous, on ne sait pas vendre chez eux. C'est ce qu'on appelle TTE, c'est-à-dire en termes économiques, TTE signifie détérioration en termes d'échange. La différence entre l'opportunité qu'on a obtenue à partir de l'exportation qu'on a fait est trop petite par rapport aux bénéfices qu'on a, c'est-à-dire la différence entre importation, l'opportunité entre importation et exportation. C'est-à-dire, on exporte les produits qui ne sont pas du tout compétitifs au niveau international, mais on importe les produits compétitifs des autres pays. Ça s'appelle détérioration en termes d'échange. Donc, il y a l'arrière assiste à une dépréciation. Ah, d'accord. Ouais. Bon, notre bassin de production aussi pour l'importation, oui. Est-ce que elle est aussi valeureuse que cela pour pouvoir tenir le coup, surtout en cette période-là?
Actuellement... si on parle de girofle, on dit que nous sommes en deuxième position, on parle de la vanille la meilleure, mais est-ce que nos productions, les litchis aussi, mais est-ce que nos productions peuvent être à la hauteur de certaines concurrences internationales? Rien que pour les îles voisines, si on parle de litchi ou autre. Justement, c'est une question très intéressante parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, notre produits ne sont pas du tout compétitifs par rapport aux autres produits de certains pays. Permettez-moi de vous apporter quelques explications à cela. Notre produit d'exportation, ce sont des produits de rente. C'est-à-dire les vanilles, les girofles. Et ces produits-là ne sont pas du tout compétitifs par rapport aux autres produits, comme par exemple l'Europe exporte des voitures, comme par exemple exporte des machines à haute qualité de production, des machines technologiques à haute. Donc, en termes de commerce international, on est toujours perdante parce que notre monnaie d'échange n'est pas du tout compétitive par rapport aux autres. Vous voyez, comme par exemple, moi je suis un pays africain et vous êtes un pays européen. Moi, je vends 1 kilo de vanille. Et vous allez vendre iPad dernière version. Est-ce que vous pensez que la rentabilité serait la même? Non. Ça s'appelle compétitivité. Quand on parle de l'agriculture, d'exportation des produits de rente, c'est-à-dire il suffit l'agriculture permet au pays de répondre aux besoins ternes, mais l'agriculture n'est pas du tout compétitive au niveau international lorsqu'on parle de commerce international. Donc on comprend la situation de l'Inde qui dit par exemple le sucre ça suffit pour vous les autres, maintenant on garde notre sucre. C'est une sorte de protectionnisme. Plus vous gardez votre bien, plus le bien devient un luxe. C'est-à-dire il y a une manque au niveau, il y a une manque sur le marché, vous voyez. Et donc s'il y a une manque sur le marché, le prix augmente. Alors, donc, pour le Centre de réflexion des économistes de Madagascar, il vaut mieux se préserver à l'interne au lieu de penser à l'extérieur? Pas du tout cela, mais l'agriculture permet de nourrir la population locale pour diminuer les importations des produits de rente des autres, vous voyez. Et après, on doit se focaliser sur l'industrialisation, rien que ça. Pour se développer l'économie malgache, il faut partir de la situation de l'économie de subsistance. L'économie de subsistance signifie qu'on produit pour nourrir, mais actuellement, on ne produit même pas. Oui. Ouais, c'est le problème. Donc après l'économie de subsistance, on doit partir, c'est-à-dire le phénomène de take-off, c'est-à-dire l'industrialisation. Mais actuellement, Madagascar n'est pas du tout dans la première phase, c'est-à-dire la phase de l'économie de subsistance. On n'a pas du tout suffisamment de moyens pour nourrir. Mais nos terres sont là. Nos terres sont là. Nos terres sont là, mais la politique économique en général n'est pas du tout adaptable à Madagascar, voire même il n'y a pas. Alors vous avez parlé, l'agriculture d'abord, c'est pour se nourrir soi, pour se préserver et pour passer à autre chose. Alors l'autre chose, vous avez dit l'industrialisation. Bon, ces industriels se battent tant bien que mal. Il y a tout ce qu'il faut payer comme taxes, redevances et tout cela, mais notre faille aussi qu'il ne faut pas ignorer. Et, on nous a déjà annoncé que ce sera encore pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans. L'électricité, alors comment faire? Pour cela, il nous faut, c'est ce qu'on appelle l'investissement direct étranger, c'est-à-dire il faut inciter les investisseurs comme le Global Family, c'est-à-dire ensemble des milliardaires, des entrepreneurs milliardaires tant qu'américains, tant qu'européens. Ils ont une association, ce qu'on appelle Global Family Funds. Et après, Madagascar doit inciter ces investisseurs à venir à Madagascar. Tout d'abord... Parce que notre main-d'œuvre est ça. Déjà Tout d'abord, l'État doit mettre une politique très claire pour sécuriser ses investisseurs. Tant qu'énergétique, tant que fiscal, tant que... Et sécuritaire. Sécurité, bien sûr. Vous voyez. Et après, tous ces climats des affaires, on doit inciter les investisseurs à venir à Madagascar. Par exemple, par le biais de ce qu'on appelle ZES, zone économique spéciale. Et ces investisseurs, on doit recueillir tous les fonds, c'est-à-dire les devises dans une banque, ce qu'on appelle banque de développement.
La véritable banque de développement. Véritable banque de développement pour Madagascar. Et donc, le devise que ces investisseurs nous apportent se trouve dans ce banque en termes de dépôt à terme. Cela signifie qu'ils ont placé leur capital dedans, mais il y a un intérêt mensuel pour Madagascar. Qu'il faudrait bien calculer pour ne pas tomber encore dans les polémiques. Mais on est là pour ça, certains des économistes de Madagascar, on est là pour ça. Est-ce que vous avez proposé tout cela déjà aux responsables étatiques? Bien sûr, on a déjà proposé l'instauration de banque de développement à Madagascar, l'avènement de ces investisseurs à Madagascar, le fonds souverain, parce que ces devises, une fois à Madagascar, on les appelle fonds souverains. Et donc, on a déjà fait des prospections à chaque niveau. À chaque niveau. Et au niveau international, comment ils voient Madagascar alors par rapport à cette proposition déjà? On est un pays bourré de ressources, tant que naturelles, miniers, halieutiques. Donc, normalement, les entrepreneurs, ce sont des renards. Là, il y a des ressources à exploiter, l'or, le sable noir, etc., etc. Et l'unique problème, c'est l'environnement des affaires à Madagascar. C'est ça. Confiance, la sécurité. Un environnement propice pour l'investissement, il n'y a pas du tout. Dans le quotidien, on parle beaucoup de l'euro. Ouais. Alors que nos intrants, on les achète a fortiori en dollars. Pourquoi on a ce langage Oui, d'abord, il y a 3 monnaies. Notre monnaie locale, le devise et l'or. L'or, c'est la monnaie universelle. Le dollar, c'est monnaie de paiement international imposée par l'accord de Bretton Woods. Vous avez dit tout à l'heure qu'on parle toujours de l'euro parce que notre activité économique, tant que l'importation et l'exportation, se focalise toujours vers l'Europe. Et donc, pour l'instant, un euro vaut à peu près 2 dollars. C'est-à-dire, une personne américaine doit acheter auprès d'une personne européenne 1,2 doit payer 1,2 dollars pour 1 euro. Et alors que le dollar est le monnaie de paiement international, on doit convertir l'euro en dollars. Et donc, il y a une augmentation des coûts. Vous voyez? Mais c'est psychologique tout cela. Non, c'est réaliste. Si vous allez acheter un téléphone iPhone en Europe, par exemple, un iPhone égale à 2 euros, exemple, et vous allez payer en dollars sur 2 euros. Donc, cela devient, par exemple, 2,8 dollars. Au lieu de payer 2 dollars, alors, il nous faut payer 2,8 dollars parce que l'écart entre l'euro et le dollar augmente toujours. Vous voyez? C'est ça le problème. Et donc, si l'euro apprécie, on doit payer beaucoup plus. Si l'euro augmente par rapport au dollar américain, on doit payer alors beaucoup plus. Mais si l'euro est la monnaie de référence, monnaie de paiement international, on doit payer 2 euros et on obtient l'iPhone. Donc, important plutôt ce qui nous est utile au lieu de ce qui est, entre guillemets, futile, quoi. Mais là, nous sommes en période cyclonique. Les routes sont escamotées à gauche à droite. On essaie donc de rabibocher cela, mais on sait maintenant qu'il y a un fonds dédié pour les routes. Ce qui est déjà assez étonnant, c'est en période de pluie qu'on commence à réparer. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on y va. Mais on sait très bien que les routes sont les artères de l'économie. À cette allure-là, nous sommes à peine en début de saison de pluie. À quoi peut-on s'attendre et quelles sont les mesures à prendre pour ne pas tomber dans un gouffre? Tout d'abord, l'État doit remettre la redevance que le fer doit avoir. Vous voyez, lorsqu'on achète du carburant auprès des vendeurs, le bénéfice n'est pas tout de suite uniquement pour l'entrepreneur, pour le station, le patron, le boss du station, pour les actionnaires. Mais il y a, dans le bénéfice, il y a 1% qu'on doit verser au fer. 1% pour chaque litre. Pour chaque litre de bénéfice, le fer obtient 1%. Le problème, c'est que le gouvernement est arrivé au pouvoir en 4 ans passés. Ils ont retiré
ce faveur, oui, offert. Et voire même, ils ont pensé supprimer le fer fonds d'entretien hérité malgache. Et donc actuellement on assiste donc à une d'élaboration des routes, parce que il n'y a pas du tout d'entretien durant ces 4 ans passés. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Les zones enclavées restent toujours enclavées. L'acheminement des matières premières vers le capital vers le périphérie ne sont pas du tout propices, ne sont pas bénéfiques pour l'économie malagasy, c'est-à-dire l'activité économique ralentit. Et qu'est-ce qu'on doit faire? L'État doit... Je ne crois pas que c'est une priorité pour l'État actuellement, je ne crois pas. Donc, pour la cyclone, bon, il faut éviter les éblouissements, les dangers, quelque chose comme ça. Mais pour l'économie, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. N'est-ce pas quand même une leçon qu'on doit tirer maintenant à travers une conscientisation de tous et de tout et chacun, qu'il vaut mieux d'abord produire pour l'interne, pour qu'on ne tombe pas justement dans des situations d'interrogation. Malgré tout, les choses que j'ai dit tout à l'heure, l'État essaie. Vous voyez, donc selon la LFI, loi des finances initiales, on a comme objectif pour cette année 2023 de taux de croissance de 4,9%. Si en 2022, l'objectif était de 4,2%. L'État a installé des projets qui doivent atteindre ces objectifs de 4,9% de croissance par les divers projets. Vous voyez, les projets plus focalisés sur l'agriculture. Et donc, pour avoir la croissance économique, l'État a instauré, l'État a développé l'agriculture par les divers projets. Oui, comme l'ODOF. Oui, comme l'ODOF, mais actuellement, l'ODOF n'est pas, pour moi, l'ODOF n'est pas une industrie, c'est un atelier, quoi. Vous voyez. Et actuellement, l'agriculture connaît donc une amélioration, vous voyez. Mais la question qui se pose, jusqu'à quand? Parce que 2023, c'est une année un peu chaude, vous voyez, en termes politiques, en termes économiques, élections, et donc il n'y a pas une politique de soutien pour ce développement de l'agriculture. Mais cela ne profite pas aux importateurs étrangers comme locaux. Cette situation actuelle, ça ne profite pas aux importateurs de se faufiler pour mieux vendre à leur manière? Bien qu'ils les contrôlent, on parle de contrôle de descente sur terrain aujourd'hui, pour voir les grossistes et tout cela, mais n'empêche. On peut dire. Et ce n'est pas du tout favorable pour l'entrepreneur étranger, pour l'économie malgache, pour la population malgache et pour l'État malgache. Quelques minutes qui ont été quand même très explicites par rapport à la situation. On n'est pas trop entré scientifiquement économique, mais la place des jeunes dans l'économie aujourd'hui, elle est comment? Est-ce qu'on est enthousiaste d'entrer dans ce secteur économique? Pour moi, comme le Cameroun, l'activité économique est plutôt développée grâce au taux de chômage. C'est bizarre. Il y a beaucoup de chômeurs et surtout les jeunes au Cameroun, surtout pendant les périodes de la coronavirus. Mais leur taux de croissance augmente. Alors, c'est controversé, mais c'est logique et c'est réaliste. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un développement, parce que l'État aide et finance et enseigne les jeunes à devenir entrepreneurs. Vous voyez. Donc il y a une augmentation du nombre des entrepreneurs en Cameroun. Il y avait. Et donc l'unique solution pour nous, pour les jeunes, parce que l'offre était très largement petite par rapport aux demandes à Madagascar quand on parle du travail, il est préférable pour nous de se tourner vers l'entrepreneurship.
vers l'entrepreneuriat, vous voyez. Et c'est pas du tout, il ne faut pas attendre l'État, il faut se creuser, il faut écrire ce qu'on a pensé, il faut avoir une curiosité déjà managériale, il faut creuser, décrocher. Mais il y a une différence quand même, hein, vous êtes d'accord, entre entrepreneur et businessman, hein, au début. Businessman, c'est plutôt spéculateur, c'est-à-dire il ne produit pas, mais il... Mais c'est peut-être ça que les jeunes veulent aujourd'hui par rapport à la situation qu'ils voient. Le luxe d'abord et le reste après. C'est peut-être une vision, mais ça peut être normal aussi de l'approche des jeunes ou du constat des jeunes. Écoutez, Victorus Ralalasson, merci à vous d'avoir partagé en tant que jeune déjà, mais responsable, coordonnateur national au sein du Centre de réflexion des économistes de Madagascar. Merci à vous. Merci à vous, madame. Merci de m'avoir invité ici.